Bonjour Monsieur Diles, Bonjour, comment allez-vous? bien merci. Alors aujourd'hui on va parler d'une phrase comme porte d'entrée. Alors Boris, vous avez longtemps été associé à la gestion, au pouvoir, aux décisions structurantes. Si vous deviez résumer votre rapport au pouvoir en une phrase aujourd'hui, laquelle serait-ce? C'est relativement simple, c'est la capacité de faire des choses, d'essayer d'améliorer les choses et puis d'essayer de porter des projets. C'est le pouvoir de porter des projets. Alors y a-t-il un moment précis où vous avez compris que décider pour les autres avait un coût personnel? Oui, le plus fort, c'était probablement pendant la période Covid, parce que tous les bourgmestres devaient prendre des décisions. Alors, en soi, ils ne faisaient qu'appliquer les décisions. Les bourgmestres n'avaient pas la capacité, heureusement, j'ai envie de dire d'ailleurs, de faire chaque fois des plans différents en fonction de leur commune. Mais il y avait quand même le fait de faire respecter toute une série de décisions qui étaient nécessaires, je le crois, mais qui étaient parfois difficiles, surtout que à l'époque, personne ne savait où on allait et donc la difficulté, c'était aussi d'essayer de répondre à toute une série de questions, alors qu'on n'avait pas de réponse par définition puisque, tout le monde partait un peu dans tous les sens et que, dans le monde entier, il y avait des questions qui se posaient et donc dans une commune, ce qui est normal, c'est que les citoyens, ils s'adressent au bourgmestre, quand il y a toute série de questions qui relèvent aussi de l'institutionnel. Là, en l'occurrence, on parlait de santé publique, mais ça avait des conséquences, sur tous les pans de notre vie quotidienne. Or, le citoyen peut difficilement appeler le ou la première ministre pour demander ce qu'il en est et donc le niveau de pouvoir le plus proche étant le bourgmestre, c'est vers le bourgmestre qu'on se tourne. Mais en l'occurrence, les bourgmestres, n'avaient pas plus de réponses que les autres niveaux de pouvoir ou même que le monde scientifique à l'époque qui, fort logiquement d'ailleurs, se posait aussi beaucoup de questions. Donc ça, j'ai trouvé que c'était la période la plus particulière, la plus compliquée, sur le fait d'abord de faire appliquer des décisions dont on n'était pas certain de l'utilité, mais qui avaient forcément aussi une conséquence directe sur le quotidien des gens. Et donc, ça, moi, j'ai trouvé que ça faisait partie des moments compliqués. Est-ce que le pouvoir révèle davantage l'homme ou ses failles? Les deux. Mais mon sens, c'est surtout, même si comme bourgmestre, le mot pouvoir est évidemment relatif, mais plutôt l'homme parce que, oui, vous devez prendre des décisions, mais maintenant, vous n'êtes pas seul à décider, il y a un collège, il y a une équipe, il y a des conseils, il y a des conseillers, vous n'êtes pas seul. Mais par moments, il faut effectivement trancher, même si les décisions dans une commune sont souvent collégiales. Mais oui, je pense que ça vous révèle en tant qu'homme ou que femme, bien sûr, sur le fait d'essayer aussi de décider, le plus justement possible, mais aussi parfois le plus rapidement possible et de pas tergiverser. Alors peut-on exercer des responsabilités élevées, un jour se trahir un peu soi-même? Oui, moi je suis convaincu que oui, bien sûr. Enfin, moi je dis ça fait plus de 25 ans que je suis engagé, en politique, oui, moi je ne crois pas que c'est possible, je sais que c'est possible, et sans être parfait, je dis si j'ai je dirais une chose dont je suis le plus heureux vis-à-vis de moi-même et de ce que je fais et de ce que j'ai fait, c'est qu'il y a personne qui peut dire que j'ai pris un engagement que j'ai pas tenu, que j'ai, trahi ou que j'ai pas tenu un accord ou et donc ça, je dirais que pour moi, c'est assez essentiel, mais je trouve pas ça compliqué à faire parce que ensuite c'est lié un peu à oui, probablement à la nature, mais le monde politique, il a une image qui n'est pas bonne, parfois à raison, parfois à tort aussi, parce que, en tout cas, dans ce que je connais à mon niveau de pouvoir, c'est pas compliqué, selon moi, de pouvoir dire que personne ne peut vous accuser d'avoir trahi votre parole. Alors ici on va parler de votre identité. Qui êtes-vous au-delà des fonctions? Et je vais laisser la parole à Laurence. Avant d'être une figure publique, un dirigeant, un élu,
Qui est Boris Diliez quand on enlève les titres? Alors, j'ai 53 ans. Je suis né à Uccle et de mes 3 mois à mes 10 ans, j'habitais dans le sud de la France parce que mon père était français. Et donc, je suis belgo-français né à Uccle. Je suis marié, j'ai une petite fille de bientôt 4 ans. Et je pense que dans mes traits de caractère, l'amitié joue un grand rôle. J'ai un certain nombre d'amis. Ils sont quand même relativement nombreux, même si, voilà, on dit toujours que ses amis, on les compte sur le doigt d'une main. Moi, je pense que j'ai pas mal de vrais amis qui sont bien souvent d'ailleurs les mêmes depuis 30 ans, dont la grande majorité d'ailleurs n'est pas du tout dans mon secteur professionnel. Mais donc, si je devais dire qui je suis, voilà, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a plein de passions, qui aime beaucoup la vie et voilà. Votre parcours est souvent résumé par des dates, des mandats, des fonctions. Qu'est-ce qui, selon vous, n'apparaît jamais dans ces résumés, mais vous définit profondément? Ouais, je pense, c'est un peu lié à ce que j'ai indiqué précédemment. Je pense que ce qui m'identifie, en tout cas pour les gens, mes proches, je pense, c'est le fait d'être assez fédérateur. Et donc j'aime réunir mes proches. J'ai besoin de cela. Je pense être d'ailleurs assez exigeant, même en amitié, je pense, mais je pense que je donne aussi beaucoup. Et donc ça fait partie d'une des choses certainement qui m'identifie avec le fait d'être un passionné, d'être quelqu'un d'engagé, assurément, oui. Y a-t-il une part de vous que vous avez dû mettre à distance pour tenir dans ce rôle? Je crois pas. Je pense que les gens qui me connaissent à travers une image entre guillemets publique, euh, je suis pas un homme très secret, mais en même temps, je suis quelqu'un d'assez pudique. C'est-à-dire que je vais jamais parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je critique pas ceux qui le font, mais je pense qu'on ne peut pas, notamment chez les politiques, à la fois exposer sa vie privée, chacun fait ce qu'il veut, et puis en même temps venir se plaindre si, par ce biais, les réseaux sociaux qui sont aussi capables comme du pire comme du meilleur, mais souvent du pire, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias, après s'en emparent. Donc il faut savoir dans quoi on met les pieds. Euh, Moi, je pense être quelqu'un, je suis plutôt extraverti, mais en même temps, je suis quelqu'un de très pudique. Et donc, je ne parle, je parle de nouveau, j'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Et puis, je parle pas de ma vie privée. J'essaye pas d'expliquer quand je suis dans le cadre, on va dire, professionnel. Je pense vraiment exposer les choses de manière toujours très sincère, mais avec beaucoup de pudeur. Et en tout cas, je ne mélange pas ma vie privée ou la personne que je suis. Mais à côté de cela, pour moi, c'est pas être secret. C'est juste une question de pudeur assez élémentaire, j'ai envie de dire. On va parler du pouvoir, donc de la décision, la solitude. On parle souvent de la solitude du pouvoir. Est-ce un cliché ou une réalité qu'on découvre trop tard? Dans mon cas, c'est un cliché. Dans mon cas, c'est tout à fait un cliché. Parce que, encore une fois, un bourgmestre, maintenant, il y en a qui fonctionnent peut-être différemment, mais un bourgmestre, il travaille avec un collège, avec des échevins. Donc, beaucoup de décisions sont prises collégialement. Parfois, on attend en effet du bourgmestre qu'il tranche, ce qui est normal. Mais solitude du pouvoir, c'est un terme qui, dans mon cas, en tout cas, serait galvaudé. Par contre, sur la question du pouvoir, j'ai jamais eu le sentiment d'être un homme de pouvoir. En tous les cas, même si voilà, je suis bourgmestre depuis 8 ans, c'est une très grosse commune, c'est une grande administration, donc voilà, c'est une entité importante. Mais moi, je me suis jamais dit, tiens, j'ai du pouvoir. Si ce n'est que ça va vous paraître un peu décalé, mais moi, j'aime par contre, le
pouvoir d'essayer de mettre un terme à toute une série de problèmes du quotidien. C'est ça qui me plaît. Et je pense que l'élu local, d'ailleurs, ce sont les problèmes du quotidien. Et donc, ça va être avoir le pouvoir, par exemple, ça, je dis, là, j'aurais des milliers d'anecdotes, mais sur le fait, parfois très simplement, de régler un problème de propreté ou de dépôt clandestin à répétition et de prendre les mesures dans un coin parce que ça empoisonne légitimement la vie des riverains. Là, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Mais il faut que cette personne, idéalement, ait le pouvoir de le faire. Ça fait partie des petits pouvoirs, mais qui, pour moi, là, sont très importants. Et là, on est dans, puisqu'il faut utiliser le vocable, on est dans le pouvoir d'améliorer les choses. Et puis, ça va être aussi le pouvoir de régler des problèmes beaucoup plus graves. Si, par exemple, moi, j'ai eu longtemps à Uccle, on a eu un endroit où on avait depuis des années de gros problèmes de délinquance, de deal. Là, c'est le pouvoir de réunir tous les acteurs, la police, la prévention, avoir des contacts avec le parquet, essayer que tout le monde puisse travailler ensemble pour avoir le pouvoir de régler ce problème pour à nouveau rendre la quiétude élémentaire, en l'occurrence ici aux riverains du coin où c'était vraiment problématique. Et donc quand vous arrivez, c'est pas toujours simple, on réussit pas toujours, mais quand vous réussissez à régler cela, là vous vous dites, j'ai eu le pouvoir de régler ce problème. Ça, c'est intéressant pour moi. Ça me parle, parce que là, c'est le pouvoir de le faire. Si vous avez de nouveau à répétition, pas plus tard que tout à l'heure, j'avais une réunion sur le fait de régler une histoire de containers qui donnait un aspect dégueulasse à un coin important d'Uccle depuis tout un temps. Et là, on a pris une série de décisions d'aménager les lieux un peu plus correctement. Et voilà, donc le pouvoir d'améliorer ce genre de petites choses. Ça, selon moi, c'est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le pouvoir de porter des projets. Ça, c'est passionnant dans l'aspect du pouvoir, en tout cas au niveau d'un bourgmestre. Il y a comme ça une série de réalisations que vous pouvez porter, le fait de faire venir un théâtre dans votre commune, le pouvoir de créer parfois même un marché dominical, le pouvoir de faire venir un cinéma, le pouvoir d'installer un nouveau commissariat. Ça, ce sont des leviers de pouvoir qui sont à disposition, en effet, si on les saisit, qui sont, selon moi, intéressants. Mais c'est très concret. Avez-vous déjà pris une décision que vous saviez juste institutionnellement, mais difficilement supportable humainement? Oui, plusieurs, mais là, de nouveau, pendant la période Covid. Très clairement, où là, vous deviez de nouveau faire relayer une décision, puisque c'était des décisions qui se prenaient au niveau fédéral, mais que les bourgmestres devaient faire appliquer. Et où là, c'était compliqué, parce que vous disiez, voilà, maintenant, il va falloir demander à la police de faire respecter le fait de faire fermer, par exemple, les restaurants, avec des conséquences humaines et financières colossales, l'obligation de ceci, l'obligation de cela, ça c'était compliqué, oui. Là, moi j'ai trouvé que c'était difficile, mais encore une fois, là aussi c'était intéressant de se dire qu'on avait le pouvoir, dans certains cas, d'essayer d'aménager les choses le mieux possible. Concrètement, moi je me suis assez vite mis d'accord avec le chef de la police chez moi pour dire que on n'allait pas aller demander à la police de verbaliser un type qui promenait son chien dans une rue déserte sans masque à 22h30. Mais que là, on faisait de la prévention et voilà, on faisait un petit rappel, mais que l'idée, c'était de ne pas ajouter de la douleur à la douleur qui existait pour tout le monde à ce moment-là. Et là, c'était le pouvoir d'essayer d'alléger un tant soit peu les choses. Mais si je devais donner effectivement une période, c'est incontestablement la crise sanitaire. Ouais. Y a-t-il une part de vous que vous avez dû mettre à distance pour tenir dans ce rôle? Non, mais peut-être parfois ses propres émotions. Oui, là oui. C'est-à-dire que on ne peut pas, même si, avec l'expérience, c'est le cas pour n'importe quelle fonction. Dans n'importe quelle fonction, au plus vous avez d'expérience, au plus vous maîtrisez quand même, et au plus vous êtes à l'aise. Alors il ne faut pas en abuser,
Mais le temps et l'expérience, à ce niveau-là, c'est un soutien formidable parce que vous avez plus de confiance en vous aussi, plus de confiance dans vos réactions, dans vos décisions. Mais vous pouvez parfois avoir des émotions, encore heureux d'ailleurs, euh, que vous n'avez pas forcément de raison de montrer ou qu'il vaut mieux ne pas montrer. Oui, ça c'est certain. Là, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça arrive et je pense que c'est assez sain d'ailleurs. Alors ici, on a parlé de pouvoir, on va parler maintenant de coups bas, donc trahison, désillusion, fracture. Dans votre parcours, avez-vous déjà subi des coups bas, politiques, institutionnels ou personnels? Oui. Le coup bas le plus douloureux venait-il d'un adversaire déclaré Hmm. ou de quelqu'un que vous pensiez allié? Oui, oui, c'est arrivé. Ça n'est pas arrivé si souvent parce que, encore une fois, même si on n'est pas, voilà, je vous dis, la politique, c'est pas, selon moi, c'est un milieu qui est pas plus dur ou moins dur qu'un autre. Je ne le pense pas. Je pense par contre qu'il faut, quoi qu'on en dise, moi, je crois que je fais partie de ceux qui pensent que c'est un métier. Et donc, il y a des gens qui sont faits pour ce métier, d'autres qui sont pas faits pour ce métier. C'est donc ce que je crois. Quand on dit que c'est pas un métier, moi, j'ai presque envie de dire d'ailleurs que c'est même plus qu'un métier parce que ça ne s'arrête pas à des horaires fixes. Et en l'occurrence, d'ailleurs, quand vous êtes bourgmestre, vous l'êtes 24 heures sur 24. Bon, mon téléphone est toujours allumé. Il peut arriver, pardon, qu'on m'appelle la nuit parce qu'il y a un incendie, parce qu'il y a quelque chose. Alors, c'est pas moi qui vais aller éteindre l'incendie, mais c'est important d'être présent, à la fois vis-à-vis des forces de l'ordre, des pompiers ou des habitants. Mais oui, j'en ai connu peu, j'en ai connu un peu assez clairement au moment, finalement, où peu de temps avant que je ne devienne bourgmestre, au moment où il a fallu, finalement, à un moment donné, vous avez plusieurs candidats, ce qui arrive souvent d'ailleurs à la même fonction. En l'occurrence, là, c'était celle de bourgmestre d'Uccle. Et là, j'ai pu être confronté à certains coups bas que je n'ai pas forcément vu venir. Mais le paradoxe, c'est que quand c'est venu, à un moment donné, voilà, je voyais bien que ça allait venir. Ça ne m'a pas tellement heurté ou ça ne m'a pas fait de peine en réalité. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que, en l'occurrence, une personne vis-à-vis de qui vous avez beaucoup de respect, euh, eh bien, à partir du moment où, en tout cas dans mon cas, où je réalise que cette personne clairement m'a roulé dans la farine, euh, ben, moi j'ai vu ça avec beaucoup de détachement et de distance parce que, bon, voilà, le respect n'est plus là. Mais ensuite, si in fine c'est vous qui gagnez de manière loyale la bataille, ben, voilà, moi c'est passé, c'est derrière moi. En l'occurrence, quand c'est arrivé avec quelqu'un qui vit toujours, donc je ne dirais pas qui c'est, mais qui n'est plus investi aujourd'hui en politique. Oui, c'était assez rude, mais voilà, j'en garde un souvenir, j'ai envie de dire presque amusé, tellement c'était gros, quoi. Mais voilà, j'en tire aussi une expérience, et donc je me dis que voilà, que c'était une aventure humaine intéressante. Mais ça ne m'a pas blessé outre mesure, ça m'a laissé aucune rancœur. Donc voilà, je peux pas dire qu'il y a vraiment, en tout cas dans le cadre de ma carrière, un coup bas particulier qui m'ait laissé des traces ou des faiblesses ou des choses. En plus, je suis pas vraiment homme à ressasser. Est-ce que néanmoins ça a changé votre manière de faire confiance? Pas vraiment, pas vraiment, parce que je vais pas dire que je fais pas confiance rapidement, en effet, mais je suis pas quelqu'un qui, je pense pas être quelqu'un de naïf, mais je ne pense pas non plus être quelqu'un de paranoïaque, on va dire. Et dans le monde politique, il y a de la paranoïa, on va pas se mentir. C'est pas mon cas. Alors, je suis loin d'être parfait, mais moi, j'aime faire confiance aux gens, en réalité. Et donc, en général, je trouve que je ne me suis pas trompé. Maintenant, voilà, l'avenir dira si parfois, finalement, je me suis peut-être plus trompé que je ne croyais. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas du tout à être
ému de quelconque trahison en la matière ou de me dire j'aurais pas dû faire confiance, non. Avez-vous déjà douté de votre légitimité ou de votre place à cause de ces épreuves? Pas à cause de ces épreuves, mais j'ai eu comme beaucoup, comme je suis devenu bourgmestre, quand même assez jeune, j'avais à ce moment-là quand même un peu le syndrome de l'imposteur. Même s'il se trouve que j'étais légitime, parce que là, en l'occurrence, souvent, c'est les voix de préférence qui font finalement votre légitimité. Donc, j'étais parfaitement légitime dans ce cadre-là. Mais au début, quand même, j'avais un petit peu. Et puis après, finalement, quand vous confirmez les choses et quand surtout, c'est ça qui est intéressant dans le cadre politique, quand les citoyens vous confirment finalement dans votre responsabilité, ben, le syndrome de l'imposteur, il n'est plus là du tout. Mais je pense que ça, c'est inhérent, à mon avis, un peu toutes les fonctions où on arrive parfois plus tôt que prévu, ce qui était mon cas, en tout cas plus tôt que ce que je ne l'avais imaginé ou ambitionné. Et donc, là-dessus, oui, j'ai connu au tout début le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, c'est fini. Comment le corps encaisse-t-il la pression quand l'esprit doit rester solide en permanence? Alors, j'ai longtemps cru que, dans mon cas, c'était pas un problème, et je me suis largement trompé. Largement trompé parce que j'ai fait, ça c'était au début de mes fonctions de bourgmestre, j'ai fait un zona du tonnerre, je ne sais même pas ce que c'était, euh, j'ai trouvé ça très douloureux. Donc là, vraiment, je pense que c'est vraiment le corps qui s'exprime, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis après, et là, après d'ailleurs la période de la crise sanitaire, donc moi j'ai vécu là très difficilement parce que, comme beaucoup de gens souffraient, ben de nouveau, moi j'ai une tendance, c'est que la commune dont j'ai la charge, si la commune, si les habitants souffrent, j'en souffre aussi. Et donc, parce que je garde ce syndrome qui fait que quand quelque chose ne va pas dans ma commune, j'estime que c'est de ma faute. Parce que je me dis effectivement qu'il faut avoir le pouvoir justement de régler tous les problèmes, ce qui malheureusement n'est pas possible. Mais je l'ai senti très fort pendant la période de la crise sanitaire parce que voilà, il y avait de la douleur et de la souffrance quasiment partout, d'ordre différent évidemment. Mais là, j'avais l'impression quand même d'être un peu le réceptacle parce que je n'avais pas de recul nécessaire. Je n'ai pas eu le recul nécessaire, je pense que certains l'ont eu, ça n'a pas été mon cas. Mais c'est arrivé après, c'est-à-dire que pendant la gestion de la crise, c'était difficile, mais voilà, j'étais comme plein d'autres sur le pont et j'essayais de faire ce que je pouvais, avec probablement de bons résultats et des échecs. Mais après cela, j'ai eu effectivement des soucis d'articulation, hernie discale, et oui, beaucoup de problèmes quand même physiques pendant un moment donné. Ça va mieux, mais c'est pas encore terminé. Est-ce que ça vient de cette période-là? Je n'en sais rien. Mais je crois que sans être scientifique, on peut convenir qu'en général, quand vous avez ce genre de soucis, c'est aussi, ça vient aussi de ce qui vous pose problème dans la tête. Et moi, le problème que j'ai eu à ce moment-là, c'était le fait d'avoir une souffrance par rapport à la souffrance des gens dans ma commune, des citoyens de ma commune. Et donc là, je pense que le corps s'en est souvenu, oui, quand même. Y a-t-il eu des signaux, fatigue, silence, retrait, que vous avez ignorés trop longtemps? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, en même temps, moi, je suis un type très pragmatique. Donc, et je crois en la science et je crois en la médecine. Et je suis un patient basique. C'est-à-dire que j'ai un problème quelque part, je vais voir un spécialiste, parfois plusieurs. Et là-dessus, on parlait de confiance tout à l'heure. J'ai en général, peut-être trop, mais j'ai une grande confiance dans le corps médical. Et donc, quand il y a un problème, bah, je ne suis pas du tout quelqu'un d'hypocondriaque, pas du tout. Mais en revanche, si j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais aller voir un spécialiste. Et c'est mon côté très optimiste et très positif. C'est-à-dire que je me dis que voilà, on a la chance d'être dans un système où la santé
fait des progrès extraordinaires tous les jours, où il y a un savoir formidable et qu'on a la grande chance d'être dans un pays où on peut en bénéficier. Et donc là, je me réjouis de cela et donc quand je vais voir un spécialiste, je suis toujours très admiratif qu'on trouve des solutions à mon problème. Alors parfois, ça met un peu plus de temps, parfois il faut voir plusieurs spécialistes, ce qui n'est pas normal, mais je suis assez admiratif de cela et donc je suis un patient positif. Pensez-vous que la lucidité rend toujours plus libre ou qu'elle peut parfois devenir un poids? Non, je crois que la lucidité, c'est très positif. Je ne sais pas si ça rend libre, mais en tout cas, moi je pense que c'est non, je pense qu'il faut essayer d'être le plus lucide possible, oui. Alors aussi, on va parler de la morale, de la responsabilité et du sens. Avec le recul, diriez-vous que vous avez davantage agi par conviction, par devoir, ou par adaptation à un système plus grand que vous? Ou pensez-vous que ces dimensions sont indissociables? Par conviction, oui. Sans être tartuffe, moi je pense, oui, je pense que j'ai toujours agi par conviction, aussi longtemps que je me souvienne, par conviction, par passion, sans eu devoir. Dans mon cas, je pense que c'est un peu grandiloquent, parce que, encore une fois, euh, si j'ai envie de faire autre chose, je peux faire autre chose. Personne m'a obligé à faire ce que je fais. En l'occurrence, Hugues était là avant moi, sera là après moi. Donc je suis très très réaliste sur mon passage. Mais en tous les cas, je serais heureux de pouvoir me dire, une fois que ma mission se terminera, eh bien que, en tout cas, j'ai vraiment consacré du temps, de l'énergie et que je l'ai fait de la manière la plus utile possible pour les Ucloises et les Uclois, ni plus ni moins. Alors ici, nous allons parler de la question de fin, donc le coup bas intérieur, l'impact. Donc pour conclure, le coup bas le plus marquant de votre vie, venait-il de l'extérieur ou de vous-même? De l'extérieur, oui. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais fait de coup bas. Mais je pense pas qu'on puisse se faire un coup bas soi-même, enfin encore que je ne sais pas, mais oui, donc de l'extérieur. Et ça rejoint ce que je disais un peu précédemment. Voilà, mais de nouveau, ce que j'ai vécu, je n'estime pas du tout être quelqu'un qui est un exemple particulier de. J'ai pas un vécu particulier de coup bas excessivement important. Non. Je pense que, au contraire, dans la branche dans laquelle je suis, à savoir la politique, j'estime que j'en ai pas connu beaucoup. Euh, mais peut-être que moi, je crois qu'on récolte beaucoup ce qu'on sème en la matière. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas parfait, mais j'ai jamais trahi personne. Et donc, je crois vraiment qu'on récolte ce qu'on sème. Ça paraît bateau à dire, mais je crois que on vous fait des coups bas si vous faites des coups bas. Et voilà, il y a des gens dans tous les secteurs professionnels d'ailleurs qui se nourrissent de cela, bon, chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut, que sais-je. Mais dans mon cas, je ne suis pas marqué par un coup bas en particulier. Voilà, pour moi, c'est plutôt relayé au rang d'anecdote, pas plus. Et ici, c'est ma dernière question, qui n'est pas vraiment une question. Monsieur Boris Diliès, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Tout à fait. C'est une question toute bête et toute simple. Enfin, il n'y a pas de bête question. Êtes-vous heureux? Alors, pour moi, c'est pas une question bête, et c'est pas une question simple. C'est une question que j'aime bien parce que la réponse est résolument oui. Et pour moi, c'est une question assez fondamentale parce que je dirais que c'est probablement la chose que je me suis promis très très jeune à moi-même, où je me suis promis d'être heureux. C'est particulier à dire, mais ça, c'est quelque chose que je ressens très fort. C'est-à-dire, voilà, parce que d'abord, on est tous un peu le fruit de son enfance, évidemment. Et voilà, et moi, j'ai eu une enfance avec des parents que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup, mais c'était très compliqué. Et donc, il y a eu beaucoup de douleurs. Puis j'ai perdu mes parents assez jeunes. Mais il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse. Et le contre-pied que j'ai pris de cela, c'est de me dire que j'allais m'aider à être heureux et j'allais faire en sorte d'être heureux.
Et je suis parvenu à cela, quelque part. Alors, ensuite, est-ce qu'on travaille vraiment là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai la réponse à la question. Est-ce que ce sont des concours de circonstances? Je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que oui, je suis un homme heureux. Et cette question est d'autant plus amusante que c'est quelque chose que j'ai souvent dit dans des discours lorsque je me portais à l'une ou l'autre fonction, en expliquant ma démarche, mais en disant, pour moi, c'est important que justement, moi, je suis un type plutôt heureux parce que je fais ce que j'aime, déjà. Je suis entouré de gens que j'aime et qui m'aiment. Heu, je trouve que je vois pas du tout comment est-ce que je pourrais ne pas m'estimer heureux. Sauf si, et là de nouveau, je pense pas que c'est une question de volonté, je crois que c'est un état. C'est que, je serais pas un homme heureux si j'étais trop tourné vers, des tristesses de l'enfance ou que sais-je, ou vers en tout cas vers des moments douloureux. Je veux dire, on les efface jamais, mais moi je suis quelqu'un qui voit plutôt, le côté, positif dans une journée et dans une vie. Et donc quand je regarde ma vie, je me dis que j'ai d'abord de la chance, beaucoup de chance, parce que le fait de faire ce que l'on aime faire, c'est déjà merveilleux. Et donc, résolument, je suis heureux parce que plein de choses me rendent heureux. Ça va être, oui, le fait de rentrer chez moi, d'être en famille, d'aimer ma maison, mon jardin, heu, d'aimer mes collègues, aussi, parce que ça, c'est aussi une chance, être avec des gens aussi que j'aime beaucoup. Plein de petites choses, déguster, un verre de vin sur une terrasse, prendre l'apéro, enfin des tas de petites et de grandes choses, qui font que je suis heureux et que je trouve que oui, qu'il y a vraiment des choses formidables, quand on a de la chance, et j'ai de la chance, qu'il y a vraiment énormément de sources de bonheur dans la vie, quand on a de la chance et quand on est conscient de sa chance, ce qui est mon cas. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.